Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Pour commencer, rentrons-nous en Syrie où le cessez-le-feu décisif est globalement bien respecté dans ce pays depuis qu'il a pris effet samedi. Toutefois, plusieurs endroits dans le pays ont été touchés par des bombes et il y aurait 10 morts et 10 blessés parmi les civils, selon un média local. 6 victimes se trouvent dans la province de Hama et une à Alep. Les forces syriennes continuent à bombarder des cibles de l'EI puisque les terroristes sont exclus du cessez-le-feu. Le média d'État indique qu'il y a eu 35 extrémistes tués dans la province de Hama et plusieurs véhicules de l'EI détruits. Un groupe d'observation des droits de l'homme a ajouté que la coalition menée par les États-Unis avait réalisé 10 frappes aériennes contre l'EI samedi. Le cessez-le-feu a été négocié par la Russie et les États-Unis et accepté par 97 groupes rebelles armés et le gouvernement syrien. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, pense que toutes les parties engagées dans le conflit syrien sont sérieuses dans leur engagement pour continuer le cessez-le-feu. Il a déclaré cela après que l'EI a revendiqué la responsabilité d'un attentat au camion piégé dans le centre de la Syrie à minuit vendredi. La trêve a exclu l'EI ainsi que le Front Nusra, une branche d'Al-Qaïda en Syrie. La première nuit et la première journée a donné sans doute une sensation que tous les gens sont très sérieux à vouloir regarder à ce feu avec énorme attention. Et ils sont en train de travailler jour et nuit pour monitoriser tous les accidents qui sont rapportés et quand il y a, pour voir quels sont des vrais accidents et comment on peut surtout les contrôler. On avait toujours prévu, et on avait prévu déjà depuis hier, qu'un cessez-le-feu comme celui-ci, en général le cessez-le-feu, peut avoir plein de moments difficiles. Je dois dire, sur la base d'un conflit de 5 ans, et ce que j'ai vu jusqu'à présent est assez confortant en comparaison avec ce qu'on a vu dans le passé. Pensez bien, chaque jour, je dis chaque jour, en Syrie, 60 à 80 personnes mouraient dans les combats ou dans les bombardements. Et je pense que l'impression que nous avons aujourd'hui, que la situation est très différente. Mais évidemment, chaque jour doit être vérifié. Merci beaucoup. Les habitants de Damas expriment leur enthousiasme pour le cessez-le-feu qui a pris effet dans leur pays. La situation aujourd'hui est meilleure qu'hier. L'atmosphère générale est bonne. Les gens peuvent marcher librement dans les rues. Nous sommes heureux que cela arrive aujourd'hui. Ça s'améliore. La situation est bonne. Un cessez-le-feu comme celui-là devrait encourager les gens à déposer les armes et à se réconcilier, car il y a eu tant de victimes. Il y a des victimes tous les jours, et nous n'en pouvons plus. Samedi, la Macédoine a rouvert ses frontières aux demandeurs d'asile irakiens et syriens bloqués en Grèce quelques heures après des manifestations pacifiques du côté grec. La Macédoine avait fermé ses frontières pendant 3 jours quand les autres pays des Balkans avaient décidé d'imposer des restrictions aux droits de passage. Les autorités macédoniennes disent qu'un train transportant plus de 350 réfugiés a quitté la ville frontalière de Jevgelia et est en route pour Tapanovs, le dernier checkpoint au nord de la Macédoine, à la frontière avec la Serbie. Les responsables macédoniens disent vouloir s'aligner sur la Serbie quant au nombre de personnes qui seront autorisées à transiter. Le gouvernement ougandais a balayé les critiques sur les récentes élections présidentielles, disant que les accusations n'étaient pas justifiées. Le secrétaire général Ban Ki-moon a cette semaine soutenu les inquiétudes des observateurs internationaux pour qui les élections ont manqué de transparence. Le gouvernement ougandais dit avoir effectué une élection légitime malgré les critiques internationales. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est le dernier en date à avoir exprimé ses inquiétudes sur les défauts et les irrégularités dans les élections ougandaises.
Nous pensons que les élections maintenant terminées ont respecté les critères d'une élection libre et juste. Les campagnes étaient libres, tout comme le scrutin et le décompte. Yoweri Museveni a remporté les élections de la semaine dernière avec une majorité de 60,5%. Mais les observateurs ont critiqué le gouvernement ougandais pour avoir utilisé les forces de sécurité contre les candidats et les partisans de l'opposition. Le leader de l'opposition et candidat aux élections, Kizza Besigye, a été arrêté et puis libéré à plusieurs reprises la semaine dernière. L'acte présidentiel demande 10 jours pour qu'une pétition donne quelque chose. Mais ce dont nous sommes témoins depuis l'annonce, c'est que Besigye a été tenu et qu'il est privé d'avocat. L'ONU demande aux autorités ougandaises de s'assurer que les inquiétudes liées aux élections soient gérées d'une manière juste, rapide et transparente. Personne, que ce soit un candidat à la présidentielle ou autre, n'est au-dessus de la loi. Il incombe à M. Besigye de se soumettre aux lois du pays. S'il y a des actions qu'il considère irrégulières, les tribunaux de loi du pays sont ouverts. Le président Museveni prendra ses fonctions pour un 5e mandat en mai, mais les inquiétudes autour de sa réélection pourraient avoir un impact sur sa relation avec l'ONU et l'Union européenne, et d'aucuns prédisent que les choses entre eux pourraient s'envenimer durant les prochaines années. L'Union africaine a envoyé 100 observateurs des droits de l'homme et 100 observateurs militaires au Burundi, a déclaré le président sud-africain samedi après un voyage dans ce pays qui connaît sa pire crise depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Jacob Zuma a fait un discours au nom de la délégation des chefs d'État africains qu'il dirige. Il n'a toutefois pas mentionné la date du déploiement de ces observateurs. 400 personnes ont été tuées dans le pays depuis avril. Le gouvernement du Burundi s'est engagé comme suit. Le gouvernement va continuer à prendre des mesures pour commencer à ouvrir l'espace pour l'activité politique pour le peuple du Burundi et permettre la liberté des médias. L'Union africaine va déployer 100 observateurs des droits de l'homme pour surveiller le déroulement de la situation. La décision d'envoyer des observateurs suggère un compromis avec le président burundais Pierre Nkurunziza, qui a provoqué la crise en avril en annonçant qu'il se représentait à un 3e mandat. Il a gagné les élections en juillet et provoqué des manifestations violentes. La nouvelle initiative est bien moins ambitieuse que le plan initial de l'UA d'envoyer 5000 soldats de maintien de la paix, refusés par le gouvernement Nkurunziza. Les détails de la nouvelle mission ne sont pas clairs. Les diplomates disent que d'autres observateurs envoyés cette année ont été bloqués, incapables de sortir de leurs hôtels car le Burundi avait refusé de signer le mémorandum les autorisant à agir. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a célébré son 92e anniversaire avec une fête luxueuse et très haute en couleurs. Bon anniversaire, Monsieur Mugabe. Des milliers de gens ont été reçus pour l'occasion avec de la musique et des danses dans la ville de Masvingo, sud-est du pays, à 300 km de la capitale Harare. Le dirigeant a déclaré que son gouvernement allait tout faire pour inverser la courbe de la faim dans le pays. Mais l'opposition a critiqué cette réception luxueuse. La province de Masvingo est en effet l'une des zones les plus touchées par la sécheresse. Mais M. Mugabe a aussi promis de réunir son parti, le ZANU-PF, pour discuter de sa succession. Le factionnalisme, et je répète, le factionnalisme n'a pas lieu d'être. Il n'y a aucune place pour le factionnalisme dans notre parti, le ZANU-PF. Il ne devrait pas pouvoir exister. Le président du bureau des gouverneurs de la NDB, Anton Siluanov, affirme que la banque envisage de s'étendre une fois le moment venu. Les membres de la NDB comprennent les pays des BRICS, soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Chaque pays a souscrit 1 milliard de dollars. La Banque de développement a été lancée l'an dernier, le 7 juillet, lors du sommet des BRICS, pour financer leurs projets.
La Banque du Nouveau Développement se prépare pour son premier lot de financement de projets concentrés sur l'énergie durable et verte. Les responsables de la banque affirment que les propositions faites par les membres fondateurs de la banque, à savoir le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, sont des projets qui utilisent l'énergie éolienne, solaire et hydraulique. L'énergie nucléaire en est exclue. Chaque membre fondateur a au moins un projet sur la liste. Toutefois, les projets sont encore au stade préparatoire et je suis certain à 100% que chaque projet sera soumis au bureau des directeurs en avril en raison des problèmes techniques et de procédures d'approbation. Monsieur Zhu dit que chaque projet à approuver sera d'au moins 100 millions de dollars. Il ajoute que certains de ces projets seront probablement libellés en yuan plutôt qu'en dollars. La banque de BRICS envisage aussi de s'ouvrir à d'autres membres. L'Inde annoncera son budget lundi et cette fois, le ministre des Finances du pays a une lourde tâche à faire. L'argent doit être dépensé pour orienter l'économie dans une direction positive tout en augmentant les dépenses dans les régimes de sécurité sociale. Après sa victoire aux élections de 2014, le Premier ministre indien Modi avait promis de rétablir l'économie indienne. Près de 2 ans plus tard, les chiffres semblent mieux, mais l'économie fait face à de nombreux défis. Bien que la croissance indienne ait dépassé celle de la Chine, de nombreux économistes se posent des questions sur les chiffres, lesquels résultent d'un changement dans la méthode de calcul du PIB il y a un an. L'infrastructure est encore en mauvais état et le pays a besoin de routes, de ports et d'autoroutes. Une grande partie des 1000 milliards d'investissements que l'Inde a besoin devra venir du gouvernement. La raison de cela, les acteurs privés ont brûlé leurs mains à de nombreuses reprises à cause des retards dans les projets. Mais ce n'est pas tout. L'Inde a encore la responsabilité de sortir sa population de la pauvreté et cela signifie donner une grande attention envers les régimes sociaux et des dépenses dans la santé et l'éducation. L'investissement public doit être un point de départ à l'investissement privé. Il doit aussi être un point de départ à la demande. Je pense que nous devons penser à l'investissement public, mais l'investissement public ne doit pas être uniquement de l'investissement en capitaux. Je pense qu'à ce niveau, nous avons aussi besoin de mettre plus d'argent dans la poche des gens, en particulier pour ceux en bas de la pyramide des revenus. L'Inde a eu une inflation élevée pendant ces quelques dernières années. Cela a mené à un affaiblissement du revenu réel des Indiens. Cette fois, on s'attend aussi à ce que l'impôt sur le revenu baisse pour les individus qui le payent et à ce que l'impôt soit élargi pour inclure plus de citoyens. Moins de 3% de la population paye des impôts. Accorder plus d'attention au secteur agricole est un sujet macroéconomique pour lequel le gouvernement indien est aussi attendu. Je pense que d'un côté, le secteur des motos n'est pas si bon et que le ralentissement est là, et de l'autre, je pense qu'il y a un grand engagement envers les voitures luxueuses. Cela donne des signaux mitigés. Certaines parties de l'économie vont très bien, contrairement à d'autres. L'agriculture en particulier est en grande détresse et c'est un grand problème. Même quand vous voyez que l'économie est supposée croître de 7,5%. Les agriculteurs indiens sont lourdement endettés. Plus de 300 districts subissent la sécheresse. Plus de 60% de l'Inde dépend directement ou indirectement de l'agriculture. Ils espèrent obtenir des subventions. L'étude économique pour l'année financière 2016-2017 a fixé la croissance de l'Inde à 7,5%, mais le ministère indien des Finances devra passer des réformes économiques clés sur les taxes et augmenter les dépenses dans l'infrastructure publique pour mettre le pays sur une voie longue et durable. Il a la tâche ardue de trouver un emploi pour les 10 millions d'Indiens qui chaque année entrent sur le marché du travail. La Chine se prépare à envoyer son second laboratoire orbital Tiangong-2 dans l'espace au 3e trimestre cette année. Dans le cadre du programme spatial du pays, la Chine prévoit aussi de lancer son vaisseau spatial Shenzhou 11 qui transportera 2 astronautes au 4e trimestre de 2016. Le vaisseau viendra s'amarrer à Tiangong-2. La fusée Longue Marche 7 devrait aussi transporter le vaisseau cargo Tianzhou 1, qui signifie vaisseau du ciel, au cours de la première moitié de 2017 pour venir s'amarrer à Tiangong-2 et conduire des expériences. La fusée a connu son premier lancement d'essai au centre de lancement de satellites de Wenchang dans la province du Hainan, dans le sud de la Chine.
Deux nouveaux cas d'infection au virus Zika ont été signalés dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Selon les autorités de santé locales, les deux patients sont des sino-vénézuéliens âgés de 8 et 6 ans. Ils sont désormais en quarantaine et dans un état stable. Pour les experts, le risque d'une propagation du virus est relativement faible puisque le moustique porteur du virus n'est pas encore actif en raison des faibles températures dans le pays. La dengue et le virus Zika sont deux fléaux qui touchent des dizaines de milliers de personnes au Brésil et en particulier celles vivant dans des communautés pauvres avec des conditions sanitaires insalubres. Voici le quartier de Lajeado à Sao Paulo. Déjà cette année, il a enregistré le plus grand nombre de cas de fièvre de l'épidémie de dengue. Celle-ci se propage par le même moustique qui est porteur du virus Zika. Et les autorités déclarent qu'il n'y a pas de coïncidence. Il s'agit là de l'une des zones les plus pauvres de la ville la plus riche du Brésil. Et la même chose se passe dans les autres grandes villes du Brésil, telles que Recife. Les populations les plus pauvres sont fréquemment les plus lourdement touchées par la dengue ou le virus Zika, toutes propagées par le moustique. Une zone à la population extrêmement dense, avec des pénuries d'eau et des infrastructures d'égout manquantes, sans parler d'une collecte des ordures mal organisée. C'est exactement le genre de lieu où le moustique, porteur de la maladie, comme l'Aedes aegypti, trouve tout ce dont il a besoin pour se reproduire, se développer et infecter les gens. Cette retraitée et sa petite fille sont toutes deux récemment tombées malades à cause de la dengue. Désormais, elle espère seulement qu'elle ne contractera pas le virus Zika. Je pense que la propagation de maladies a un lien avec cette eau qui empeste et près de laquelle nous devons vivre. C'est horrible. Je sais que chez moi, je fais attention à ne pas avoir de lieu où les moustiques vont se reproduire. J'aimerais que les autres habitants fassent de même, car si je le fais, mais pas mes voisins, alors cela ne sert à rien. Cet expert en maladies infectieuses déclare que le manque de sanitaires est une grosse partie du problème, mais s'inquiète également du manque d'informations au sein de la communauté. Un gros problème est la qualité de l'éducation de ces campagnes qui visent à lutter efficacement contre ces moustiques. Il est essentiel d'avoir l'implication de la communauté pour détruire les sites de production et c'est souvent plus difficile quand les gens ont moins d'informations. Incapables de faire face à la propagation du moustique et des maladies qui, à Sao Paulo, ont installé des tentes d'urgence pour les personnes les plus touchées, afin de tenter au moins d'identifier les cas. Cette femme au foyer s'est réveillée avec les symptômes et est venue ici pour subir un examen. Il y a de nombreuses zones ici avec des décous à l'air libre et des tuyaux bouchés que les autorités de la ville ne nettoient pas assez souvent. Et aussi beaucoup d'ordures dans les rues. Je pense que c'est pourquoi cette région a tant de cas de dengue. Le Brésil a les plus hauts niveaux d'inégalité des revenus. Désormais, il semble que la dengue et le virus Zika deviennent les nouveaux repères séparant les riches des pauvres. Les conservateurs ougandais s'inquiètent du déclin de la population de chimpanzés dans le pays en raison de l'activité humaine. Les humains poussent les chimpanzés à fuir leur habitat et à être exposés aux braconniers. Les chimpanzés sont recueillis dans des lieux comme ce sanctuaire du centre de l'Ouganda. La mère et l'enfant, cette femelle chimpanzé a été sauvée des braconniers. Le nouveau-né porte à 49 la population de ce sanctuaire. Les conservateurs disent que c'est un petit pourcentage de cette espèce en danger. L'Ouganda abrite 5000 chimpanzés dans la nature et c'est pourquoi notre attention se porte envers ces espèces en danger. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, nous risquons de les perdre dans quelques années. La pression augmente sur les ressources naturelles et cela explique la diminution du nombre de chimpanzés. Et à mesure que la forêt disparaît, les animaux sont plus vulnérables face aux braconniers. Les conservateurs regardent aussi la possibilité de travailler avec des communautés avant de réintégrer les chimpanzés dans leur habitat naturel. Le seul plan que nous ayons est de les réintroduire dans la nature, mais ils se sont déshabitués. Il est difficile de les réintroduire comme ça, loin des communautés humaines. En 2012, les autorités du Soudan du Sud ont intercepté 4 chimpanzés en transit vers le Moyen-Orient. Ils ont depuis été intégrés au sanctuaire.
Notre but est de garantir qu'ils sont à l'abri dans leur habitat naturel. Et nous ne voulons pas conserver ce sanctuaire pendant trop longtemps. J'espère qu'un jour, ils seront tous retournés dans la nature. Mais la lutte doit continuer et les chimpanzés continueront encore longtemps à vivre dans ce sanctuaire, faute de mieux. Une comédie chinoise qui parle aussi de la protection des océans continue de faire un tabac au box-office. La Sirène a dépassé les 3 milliards de yuan, soit 460 millions de dollars de recettes en 19 jours. Le film raconte l'histoire d'un promoteur qui tombe amoureux d'une sirène et qui finalement va se joindre aux efforts de cette dernière pour arrêter l'exploitation destructive de l'humanité. Le film a été réalisé par l'acteur hongkongais Stephen Chow et c'est le film le plus rentable de l'histoire dans la partie continentale Chine. La tournée en Chine de la Royal Shakespeare Company est d'organiser un moment bien particulier puisque cette année marque le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare, mais aussi celle du légendaire auteur dramatique chinois Tang Xianzu. À cette occasion, le Centre national des arts du spectacle de Beijing propose une initiative culturelle croisée. Les Chinois se montrent désireux de participer à la commémoration de William Shakespeare. La tournée de la Royal Shakespeare Company comprend d'ailleurs 3 pièces de l'auteur britannique. La compagnie théâtrale présentait Henri IV, première partie, Henri IV, deuxième partie, et Henri V. Les représentations ont eu lieu au Centre national des arts du spectacle de la capitale chinoise, puis la troupe s'est dirigée vers Shanghai et Hong Kong. Pour les comédiens, le rideau tombé ne marque pas pour autant la fin de leur mission. Je pense que nous, à la Royal Shakespeare Company, sommes vraiment disposés à ne pas nous contenter de simplement venir faire une tournée en Chine, puis rentrer chez nous. Nous voulions voir s'il y avait un moyen de collaborer plus profondément. Une collaboration qui consiste aussi à organiser un atelier à Beijing au sein duquel comédiens chinois et britanniques peuvent jouer ensemble leurs textes dans leurs langues respectives. Jusqu'à maintenant, cela a été bien accueilli de la part de différentes personnes de la communauté théâtrale chinoise. Nous nous sentons donc bien intégrés. J'espère que cela sera le début de quelque chose de très enthousiasmant. De plus, la Royal Shakespeare Company a mis sur pied une initiative culturelle d'1 an baptisée Un dialogue entre l'Est et l'Ouest, Shakespeare et Tang Xianzu. La pièce la plus représentative du dramaturge chinois, parfois appelé le Shakespeare de l'Orient, s'appelle Le Pavillon aux pivoines ou Mudanting. Cette œuvre qui met en scène une intrigue amoureuse n'est pas sans rappeler l'esprit de Roméo et Juliette de Shakespeare. Cette fois, nous avons des forums de théâtre dans lesquels participent des artistes britanniques et chinois, des ateliers, des cours donnés par des maîtres. Nous souhaitons que ces activités diverses aident les participants à mieux comprendre Shakespeare et Tang Xianzu. De plus, un nouveau travail théâtral réunissant les 2 dramaturges sera présenté en octobre. Il s'agit du fruit de la collaboration du Centre des arts du théâtre de Shanghai et de la troupe théâtrale britannique du Gecko. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite programme sur CCTV français.